soir de l'Halloween, on voit des centaines de petits monstres et de petites créatures circuler dans les rues en quête de friandises. D'où vient cette fête étrange et quelle fonction surtout remplit-elle dans nos sociétés encore aujourd'hui? Pour en discuter, on reçoit Jean-Philippe Marceau, éditeur pour le blog de Symbolic World. Jean-Philippe, bonjour. Salut Antoine. Tu ouvres la porte quand les Halloweeneux sonnent chez vous? Ben avant, oui, je te dirais, maintenant j'habite dans un deuxième étage comme appartement, fait que je peux plus faire grand-chose. Je peux lancer des bonbons aux enfants, à la limite, là, quand ils passent dans la rue, mais malheureusement, il n'y en a pas qui viennent nous visiter. Non? Alors, tu te posais la question, quelle fonction ça remplit, là, un peu l'Halloween, encore de nos jours? Il y a plein de fêtes, tu le disais en introduction tantôt, il y a plein de fêtes qui ont pris le bord, hein, ou qu'on fête plus ou moins. Puis on a décidé collectivement de garder cette fête-là qui est un peu païenne, ces bords, là, on va se le dire. Qu'est-ce que ça révèle de nous, ça? Ouais, ben bonne question. Ça, pour commencer, ça vaut la peine de se pencher un peu sur ces racines-là que tu viens de mentionner qui sont peut-être païennes. C'est dur à dire, honnêtement, quand je regarde. Ah oui? Les historiens, il y a des débats, là, entre autres. On dirait qu'il y a des historiens, surtout protestants, parfois aussi des néo-païens. Ça existe des gens aujourd'hui là, qui se revendiquent de religions qui ont été comme exterminées, soi-disant par... Ben, c'est vrai qu'ils ont été exterminées, en fait. Les religions ont été déplacées par le christianisme ou l'islam ou d'autres religions comme ça. En Europe du Nord, par exemple. Oui, en Europe du Nord, par le christianisme. Des missionnaires arrivaient quelque part, faisaient des grands miracles où ils détruisaient, mettons, des lieux où il y avait des cultes païens. Puis là, il leur arrivait rien, les païens étaient très impressionnés. Il y avait beaucoup de conversions intéressantes qui se passaient où il allait avoir si c'était pas le dieu chrétien, ça allait être au moins des saints qui allaient comme prendre la place des divinités païennes. Ouais. Fait que, par exemple... Justement, il y a un missionnaire qui allait arriver, il allait détruire un arbre où les gens vénéraient, puis en voyant que, en détruisant l'arbre, il arrivait rien aux chrétiens. C'est ça. Les gens étaient très impressionnés qu'il arrive rien aux chrétiens. En même temps, les chrétiens, souvent, ils arrivaient avec des connaissances, connaissances à la fois, mettons, l'écriture, mais aussi des connaissances techniques ou la pêche, etc. Fait que là, je suis en train de partir sur une chire, mais tout ça pour dire que... C'est une belle chire, continue. Tout ça pour dire que les divinités païennes étaient remplacées par le dieu chrétien ou souvent des saints aussi. Fait qu'il allait avoir un saint local ou peut-être un ange qui allait prendre la place des dieux païens. Puis, il y a des gens qui disent que peut-être l'Halloween viendrait d'un ancien culte païen qui se faisait comme à cette date-là. Mais honnêtement, c'est assez flou. Puis, comme concrètement, des fois, on dirait que c'est utilisé par des protestants qui veulent comme blâmer l'Église catholique ou aussi, c'est-à-dire blâmer l'Église catholique de pratiquer justement des pratiques un peu païennes. Ouais. Ou bien, des fois, ça va être des néo-païens qui veulent retourner à quelque chose de plus ancien. Ah. Fait que, honnêtement, je trouve ça dur à dire, mais toujours est-il que si on regarde, mettons, pourquoi c'est arrivé puis comment c'était célébré pendant longtemps, au moins pour autant ce qu'on en sache, initialement, la Toussaint, c'était célébré plus en mai. Ah oui? Ça venait des 7e, 8e siècle, je ne me rappelle pas. Ça fait assez longtemps. Initialement, il y avait comme des fêtes pour différents martyrs. À un moment donné, il y avait tellement de martyrs qu'il y avait des fêtes tout le temps. Il y a comme rassemblé beaucoup de fêtes sur la Toussaint qui tombaient peu après la Pentecôte. OK. C'était assez cohérent quand même, mais c'est beaucoup plus tard, rendu au 8e, 9e siècle, qu'il y a un pape qui a décidé de déplacer la fête de la Toussaint au 1er novembre. Puis là, ça semblait peut-être justement coïncider avec des pratiques que des peuples avaient gardées en Europe. Ça peut être des peuples qui étaient déjà chrétiens, mais qui avaient quand même des genres de fêtes culturelles, qui ne vénéraient pas des dieux païens, quoi que ce soit, mais ils faisaient quand même quelque chose pour la fin de la récolte, le début de l'hiver, qui commençait comme en novembre. Ouais. Fait que c'était cohérent à une saison où, justement, les feuilles tombent, les journées rapetissent, commence à faire froid. La mort arrive, il y a plein de gens qui mouraient l'hiver. C'est moins grave aujourd'hui. Il y a encore plein de gens qui meurent de la grippe ou d'autres virus, mais à l'époque, c'était grave quand même quand l'hiver arrivait. Tu ne savais pas si tes enfants ou si tes grands-parents allaient passer à travers l'hiver. Fait que les gens étaient quand même inquiets de voir ça arriver. Fait que c'était un bon moment dans l'année pour mettre la fête de tous les saints, qui donne la solution au problème de la mort qui est en train d'arriver. Mais c'était aussi cohérent de garder d'autres genres de pratiques que ça. La solution ultime à la mort, c'est Pâques, puis dans ce cas-ci, la Toussaint. Mais les gens voulaient quand même essayer d'explorer, disons, d'autres aspects de la mort, puis comment résister à la mort. Bien, justement, Jean-Philippe Marceau, la Toussaint, c'est pas l'Halloween, c'est autre chose. C'est quasiment la même fête, mais en creux. Là. Exact. Il y a... initialement, la fête qui a été placée, c'était le 1er novembre, la Toussaint. Il y a, dans un monastère de Cluny, si je ne me trompe pas, il y a une fête qu'on commencé à célébrer le lendemain de la Toussaint, qui est la fête de tous les fidèles défunts, qui est comme un autre aspect de la mort. Là. On est content. À la Toussaint, on peut célébrer les gens qui ont triomphé de la mort, qui sont saints. On peut prier le lendemain pour que tout le monde réussisse à faire ça. Puis, il y a eu aussi un encouragement par les autorités ecclésiales pour faire une vigile la veille de la Toussaint.
Puis là, c'est flou comment ça s'est passé, mais apparemment, comme dans le coin de l'Irlande ou de l'Angleterre, il y a comme des pratiques que les gens se mettaient à faire qui ressemblent un peu à ce qu'on a avec aujourd'hui l'Halloween, où les gens allaient comme se déguiser en monstres, aller dans les maisons, puis ça semblait être plus tannant aussi à l'époque. Là. Aujourd'hui, les enfants, ils vont dire, mettons, des bonbons ou un tour, mais c'est rare qu'ils vont vraiment jouer des tours, mais à l'époque, c'était comme plus sérieux. Là. Les gens comme étaient plus sérieusement dans ce genre de jeu-là où, d'un côté, tu as des gens qui se déguisent en monstres, des gens qui se déguisent en morts, on peut dire, justement, la mort qui arrive, puis le reste des personnes sont chez eux, en train d'essayer de résister à ces monstres-là. Ils résistent à la mort. Puis ça, on fait ça la veille, avant que la Toussaint arrive, puis que là, le problème soit vraiment réglé. Wow. Fait que, c'est comme une pratique, un gros jeu là, que tous les villages faisaient. Puis ça semble être arrivé d'Angleterre, d'Irlande, on n'est pas trop sûr. Puis après ça a fait comme son chemin à travers. Puis c'est surtout devenu gros en Amérique du Nord aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de descendance anglo-saxonne en Amérique du Nord. Fait que, donc, si on veut aller plus loin dans les pratiques qu'on fait, qu'est-ce qu'on a à gagner puis pourquoi on fait encore ça aujourd'hui? Parce qu'on ne célèbre plus vraiment la Toussaint, là, à part les gens qui sont catholiques assez sérieux. La plupart des gens, ils vont juste continuer à célébrer l'Halloween quand même. Premier aspect, disons, le plus visible, là, je le disais en introduction, on va voir des gens déguisés. Qu'est-ce que ça dit, ça, le fait qu'on revête là, une autre apparence? Oui, bien, si on se déguise en quelque chose, ça nous permet de faire comme l'expérience de cette chose-là. Fait que si je me déguise en monstre, ben je peux me pratiquer à comprendre comment est-ce que ce monstre-là se comporte. Puis là, ça peut avoir l'air bizarre parce qu'on a l'impression, ben ouais, j'ai bien beau me déguiser en vampire, mais ça me sert à quoi d'apprendre comment les vampires se comportent? Il n'y en a pas de toute façon. Mais reste que c'est utile de comprendre que, par exemple, un vampire, c'est un monstre qui va exploiter ses victimes. C'est comme un aristocrate qui prend pas soin des personnes dont il est responsable. Fait que si tu te déguises en un tyran comme ça, ben ça va te permettre de mieux comprendre quand même les tyrans. Comment est-ce que les tyrans se comportent. Puis ça peut être utile dans le reste de ta vie. Puis, ça a aussi un aspect comme... Dans tes relations avec ton patron, par exemple. Par exemple, ouais. Puis ça peut avoir aussi un aspect révélateur sur nous-mêmes. Si, par exemple, parmi tout le choix de monstres, je décide de me déguiser en vampire, ben, ça montre quand même quelque chose sur moi aussi. Là. Si j'ai vraiment envie de me déguiser en vampire, mais vraiment pas envie de me déguiser, mettons, en zombie, ben, ça veut dire que peut-être, dans ma personnalité, il y a quelque chose qui m'intéresse, peut-être que j'ai peur de ressembler un peu à un vampire. Peut-être que ça vaut la peine de se poser des questions là-dessus. Ah ouais, si j'ai des enfants qui préféreraient s'habiller en sorcière plutôt qu'en princesse ou vice-versa, peut-être que ça dit quelque chose de ce qu'elle porte. Fait que ça vaut la peine de se questionner là-dessus. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Les gens autour de nous, qu'est-ce qu'ils décident de faire comme déguisement? Honnêtement, c'est intéressant comme discussion. Puis on leur propose une psychanalyse à partir de ça. Faut faire attention. Mais j'ai des amis qui sont déjà déguisés en boîte de céréales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est mystérieux quand même. Puis de l'autre côté aussi, ben ça va faire que si je me déguise en monstre puis je me comporte comme un vampire puis je vais importuner les gens chez eux, etc., si je menace les gens de prendre leur sang, ça va permettre aussi à ces gens-là qui résistent aux vampires de voir comment résister à ce genre de monstre-là, comment résister à cette mort-là. Puis c'est pour ça que justement, la pratique de demander aux gens, aux enfants surtout, une fois déguisés, d'aller demander un bonbon aux maisons ou de leur jouer un tour, parce que c'est toujours une façon de résister à la mort. T'sais, comme j'ai dit, idéalement, on veut la Toussaint, mais quand la Toussaint n'est pas encore là, il faut comme qu'on résiste là, jusqu'à temps que ça arrive. Puis là, une façon de résister, c'est de faire un genre de petit deal avec la mort. Fait que tu leur donnes un bonbon, ou ben non, ils vont peut-être te jouer un gros tour. Mais avant que j'aille plus loin, je vois que James, c'était une question. Ben c'est ça, Antoine, tantôt tu disais, l'Halloween, c'est presque l'inverse de la Toussaint. Puis aujourd'hui, c'est vrai que l'Halloween peut avoir pris une tournure vraiment, vraiment morbide. Là, quand on regarde des fois les déguisements, tout ça, les décors aussi. Mais c'est que je pense que vu que notre société ne fait plus la Toussaint, d'une part, ben c'est le côté... la note finale ou le côté résolutif de l'Halloween n'est plus là. Donc, c'est versé vraiment du côté... ultimement que macabre, en fait. Puis résister. Le mieux qu'on a, c'est résister temporairement à la mort, mais il y a là, pas de résiste victoire. plus, là. Là, on est dedans. Ça, en fait, non, je pense que les gens continuent quand même d'essayer de résister, mais comme on n'a pas d'espoir de quelque chose de plus grand. C'est ça. Fait que, les gens vont essayer, mettons, de rester chez eux pendant 2 ans pour pas pogner de virus, ou ils vont essayer de créer des machines qui vont leur permettre de créer plein de choses matérielles qu'ils vont pouvoir utiliser pour mieux vivre, etc. On essaie de comme transcender nos capacités par des solutions matérielles qui sont pas
ultime. Dépasser notre condition mortelle. Exact. Et ça, je pense qu'on essaie encore de résister aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on célèbre encore l'Halloween. Puis on peut même le voir dans le genre de compromis qu'on fait aussi avec les monstres qui viennent nous visiter, parce que ça peut être tentant de juste dire aux monstres de s'en aller complètement. Puis on a toutes des passions, des tentations qui peuvent se présenter à nous des fois, puis ça se peut que ce soit ça la solution. De juste, OK, toi, mettons, disons que j'ai un problème d'alcool, j'aime ça boire, ben si à un moment donné, j'ai l'occasion de boire, ben peut-être que c'est une bonne solution de juste complètement mettre ça de côté. Je veux juste pas boire du tout. Fait que là, je suis en train de dire aux petits monstres là, qui viennent me visiter chez moi, là, ben va-t'en, je te donnerai pas de bonbons, je te donnerai rien. Mais là, c'est dangereux quand même parce que... Tu peux revenir puis tu joues un gros tour. Avec 12 amis, tu sais. Oh, là. Fait qu'il y a quand même... 15 à 12 au complet. Exact. Il y a ce danger-là. C'est là qu'on est content de vivre en appartement. Mais j'ai pas... Au deuxième. Mais j'ai pas la chance de pratiquer ça, par exemple, ça veut dire. Mais c'est... Puis, disons, pour donner un autre... Alors, comment on l'amadoue, le monstre, en succombant un peu ou en lui donnant un petit quelque chose? Exact, c'est ça la question. Si je le mets complètement de côté, ben là, peut-être qu'il va revenir, c'est le plus grave, mais sinon, ce que je peux faire, c'est que je donne un bonbon, quelque chose de superficiel. Tu peux même pas survivre avec un bonbon, là. Tu manges des bonbons toujours, tu vas pogner plein de maladies, ça sera pas drôle, ça fonctionne pas. Valeur nutritive assez limitée. Là. Exact, mais c'est quelque chose qui permet quand même au monstre de s'en aller. Fait que peut-être que je vais dire, OK, moi, je vais juste prendre de l'alcool, mettons, le vendredi soir, puis c'est tout. Je prends une journée par semaine, puis je garde le démon tranquille grâce à ça. Ultimement, je veux me régler le problème complètement, je veux arriver à la Toussaint, mais comme tant que je suis pas capable, je vais faire un compromis. Fait que je pense que c'est ça que les gens pratiquaient à l'Halloween, c'est ça que les gens pratiquent encore aujourd'hui, parce que... Inconsciemment, mettons. Exact. Je pense pas que la plupart des gens sont conscients de ce qu'ils font, même si on continue de faire cette fête-là, on dépense plein d'argent pour faire ça, ça prend plein d'attention. Fait que... Simon? Est-ce que je te comprends bien si c'est ce que tu es en train de dire, c'est un peu comme une stratégie de s'exposer graduellement à un mal pour s'y accoutumer, comme les tests d'allergie, par exemple, où on va te donner un petit peu de la substance auquel tu es allergique pour que peu à peu tu sois capable de la confronter, ou c'est pas tout à fait ça le pattern que tu essaies de décrire? Ça ressemble à ça. Je pense un aspect qui ressemble plus à ça, c'est l'aspect apotropaïque, là, pour le dire techniquement, de l'Halloween, parce qu'une autre des choses qu'on peut faire pour se défendre contre les monstres, c'est de mettre des défenses. Fait qu'on va mettre des décorations, justement, avec des monstres autour de notre maison aussi. Des fois, on va prendre des choses mortes, c'est tout simple. Des fois, de mettre des épis de maïs séchés, comme des récoltes mortes qu'on laisse dehors. Ça peut être aussi de mettre des monstres, de tailler des citrouilles en visage effrayant. Puis ça, c'est un peu comme, disons, prendre un vaccin, là, où tu essaies de prendre, disons, un aspect de ce qui peut être dangereux pour toi, mais de le tourner contre la chose qui va vraiment t'attaquer. Fait que on prend, disons, une partie du virus qui n'est pas dangereuse, on en fait un vaccin, puis ça va me défendre contre le virus lui-même. Je mets un petit monstre de mon côté à l'extérieur de ma maison pour qu'il me défende contre les monstres à l'extérieur. Je mets une gargouille à l'extérieur de mon église pour qu'elle signe les démons loin, etc. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est une structure symbolique qui est assez probante et assez répandue sans qu'on s'en rende compte. Mais l'Halloween peut jouer un peu ce rôle-là. En fait, dans notre culture en général, on essaie de garder la mort loin de nous en ayant une journée où on essaie de contrôler la mort un petit peu. Fait que, tu sais, je pense, comme j'ai dit plus tôt, la solution ultime, ce serait la Toussaint, mais on a quand même quelque chose qu'intuitivement notre société a décidé de garder, parce que le mieux qu'on peut faire, c'est de résister, c'est de donner un genre de vaccin contre la mort avec l'Halloween, qui nous permet de résister un peu mieux le reste de l'année parce qu'on a pratiqué cette journée-là. Résister un peu mieux ou carrément mettre ça sous le tapis pendant 364 jours. Là, c'est ça? C'est quoi le mot que tu utilisais? Anthropopaïque? Apotropaïque. Apotropaïque, Ouais. Ça veut dire quoi? ça? C'est, je serais pas capable de donner l'étymologie exacte, là, mais ça veut dire une défense qui prend quelque chose puis le tourne contre eux. Fait que, comme je disais, les gargouilles sur l'extérieur des églises, c'est une façon d'utiliser un genre combattre de démon. le feu par le feu. Là. Exact, Ouais. C'est ça. Ou, à l'échelle culturelle, des fois, ce qu'on faisait pendant longtemps dans l'Empire romain, c'est d'engager des barbares pour nous défendre contre d'autres barbares. Fait que cette structure-là est assez commune. Puis l'Halloween joue encore ce rôle-là aujourd'hui. Bon, là, évidemment, on aura bien compris là, que il n'était pas question ici d'un plaidoyer pour ou contre l'Halloween, mais d'essayer de comprendre les mécanismes ou les fonctions sociales de cette fête-là qui perdurent, qu'on soit pour ou contre aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau, pour cette chronique. Je rappelle que tu es chroniqueur régulier à On n'est pas du monde et éditeur pour le blog de Symbolic World. Merci. On peut lire ton texte sur le sujet, d'ailleurs, sur leverbe.com.